Ce qui est déterminant aujourd'hui, c'est de recréer une confiance dans le système de retraite par répartition. Les sondages d'opinion montrent que les jeunes générations pensent qu'ils n'auront pas demain le niveau de revenu dont bénéficient aujourd'hui les retraités, et ils ont raison de le penser. Alors, un système de retraite, ça fonctionne à partir de 3 paramètres. Les recettes, les dépenses et l'âge effectif de départ à la retraite. Les recettes, ce sont les cotisations payées et par les salariés et par les employeurs, quel que soit leur statut. Aujourd'hui, ces recettes représentent 320 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près 14% du PIB. Si on compare ces dépenses à ce qui se passe par exemple en Allemagne ou dans les pays de l'OCDE, en Allemagne, le poids des retraites, c'est 10% du PIB, c'est-à-dire 4 points de moins qu'en France, et dans la moyenne de l'OCDE, c'est 11%. Donc, arriver à ce niveau, si on veut protéger la compétitivité des entreprises françaises ou du pays France, pas accroître les déficits publics, il n'est pas question d'augmenter le niveau des recettes, c'est-à-dire le niveau des cotisations. On aurait même intérêt à s'aligner sur les pays qui nous entourent. Donc, premier levier, les recettes. Deuxième levier, les dépenses, c'est-à-dire le niveau des pensions. Dans le contexte actuel, il est inenvisageable de baisser les pensions. Ça serait socialement inacceptable et ça serait économiquement récessif. Donc, pour équilibrer un régime, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, il faut donc agir sur le troisième levier, qui est l'âge effectif de départ. Alors, l'âge effectif, il faut le distinguer de l'âge légal. L'âge légal a été confirmé malheureusement par le président à 62 ans. L'âge effectif, pour équilibrer les régimes, il faudrait que les gens, les actifs, partent à 64 ans. D'où l'idée du haut-commissaire, dans la réforme actuellement en cours, de trouver des voies et moyens d'incitation pour que les salariés partent non pas à l'âge légal 62 ans, mais partent à l'âge effectif permettant d'équilibrer les régimes, c'est-à-dire à 64 ans. Et là, on n'est pas tout à fait d'accord avec les solutions qu'il envisage aujourd'hui de mettre en œuvre. Alors, après 14 mois de palabres avec le haut-commissaire, que j'ai vu pratiquement tous les 15 jours, je dois dire que j'en sais guère plus qu'au premier jour. Ce qu'on savait au début, c'est qu'on garderait un système par répartition. Le mot capitalisation est tabou en France, donc il n'a pas été prononcé, même si on aurait intérêt là aussi à faire comme les pays qui nous entourent. Donc, un système par répartition, un âge légal qui va rester à 62 ans, et puis un système unique, non pas unique en fait, universel, qui fait que chaque euro cotisé, quel que soit le statut du cotisant, donnera à la retraite les mêmes droits. Voilà les principes fondateurs exprimés par le président de la République qui ont permis, je dirais, ces 14 mois de palabres où le haut-commissaire a, avec nous, posé des questions sans jamais ni donner de réponse, ni de donner des chiffres aux questions que nous lui posions à notre tour. Ce qui est important, ce qui nous a été dit, c'est qu'on resterait dans une enveloppe constante de 320 milliards, ce qui est effectivement un maximum. Que le poids de la solidarité resterait à peu près ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire de l'ordre de 20%, c'est-à-dire de l'ordre de 65 milliards. La question qui se pose et qui n'a pas été ni tranchée ni même éclairée, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans la solidarité et qui va la payer et comment va-t-on la payer ? Il n'est pas question de contester la nécessité d'un système solidaire. C'est un des ciments du pacte social français. Donc le droit des veuves, le droit des orphelins, la réversion sont des éléments qui doivent figurer dans un système de retraite et qu'il n'est pas question de contester. Le sujet, c'est de savoir, parmi tous ces éléments de solidarité, ce que chacun coûte et qui le paye. Nous, on est favorable à ce que les solidarités ne relèvent pas des cotisation, c'est-à-dire de ce qui est contributif, mais relève d'un impôt à base large qui peut être soit une TVA, soit une CSG élargie, ce qui dans le contexte actuel paraît quand même relativement difficile. Donc notre crainte,
c'est qu'une partie des cotisations payées soit par les salariés, quel que soit leur statut, ou les indépendants, ou par les employeurs, quel que soit leur statut, privé ou public, servent à financer la solidarité au détriment du principe affirmé par le président de la République, un euro cotisé doit donner les mêmes droits. Si effectivement certains de ces euros cotisés servent à financer la solidarité, non pas au profit de tous, mais au profit de certains, alors on dénature le principe fondateur évoqué par le président. Alors, nous, le MEDEF, on voulait que le gouvernement déplace l'âge légal. Et on avait suggéré que l'âge légal évolue de 3 mois tous les ans, de façon à passer de 62 ans, l'âge actuel, jusqu'à 64 ans, ce qui aurait permis d'équilibrer les régimes. Donc, avec un âge légal à 64 ans, à ce moment-là, le système était pilotable en fonction de l'évolution de l'espérance de vie. Et on aurait pu, à ce moment-là, assumer le financement de la solidarité et en créant de la richesse. Il faut savoir aujourd'hui que l'espérance de vie à la retraite est de 27 ans. Je vous rappelle que quand l'âge légal de la retraite était à 65 ans, en 1981, quand on est passé de 65 à 60 ans, l'espérance de vie n'était que de 13 ans à la retraite. Donc en moins de 40 ans, elle a doublé par le passage de 65 à 60 ans et par l'augmentation de l'espérance de vie. Donc on ne peut pas financer aujourd'hui un système de retraite comme on le finançait hier. Et c'est pourquoi nous, notre demande principale était un déplacement de l'âge légal. Le gouvernement l'a refusé. La solution envisagée ou envisageable, c'est effectivement d'instaurer une décote pour inciter un système de bonus-malus, si vous voulez, c'est-à-dire une décote pour les gens qui partiraient entre 62 et 64 ans, de façon à les inciter à aller à 64 ans, voire même au-delà, et à ce moment-là bénéficier d'une surcote. Le haut-commissaire envisage simplement une surcote, c'est-à-dire que quelque chose qui n'est qu'incitatif est à mon avis très insuffisant pour inciter les gens à aller de 62 à 64 ans. La retraite moyenne, c'est 1 400 € à peu près par mois. Si on vous donne une surcote de 3%, ça va vous donner à peu près un peu plus de 40 € de plus par mois. Est-ce que pour 40 € vous allez travailler un an de plus? Moi j'en doute. Donc si on a une décote, là on aura une incitation forte parce que la décote étant viagère, pendant 27 ans on aura des revenus inférieurs, donc là on a une vraie incitation à prolonger son activité. Donc pour nous, c'était un point cardinal. Là où reste un certain nombre d'incertitudes également, c'est sur la future gouvernance du système. Le gouvernement a l'art aujourd'hui de tout centraliser. En assurance chômage, on reprend la gestion qui était celle des partenaires sociaux. En matière de formation professionnelle, on crée France Compétences. Et là, on va créer France Retraite. À la place des 42 régimes qui étaient gérés par les partenaires sociaux ou par les acteurs responsables, on va avoir un système unique piloté par l'État avec une gouvernance où on aura un rôle de figuration comme on l'a aujourd'hui dans l'assurance maladie. Donc, la gouvernance est aussi pour nous un sujet d'interrogation et d'insatisfaction par rapport à ce qui se dessine, c'est-à-dire une reprise en main par l'État. Je rappelle que depuis 1996, ce que gère l'État, c'est-à-dire la Caisse nationale, la CNAV, a fait 100 milliards de dettes de déficit financées par de l'emprunt. Pendant la même période, nous, partenaires sociaux, nous avons géré 70 milliards d'excédents. Donc l'État fait 100 milliards de dettes, nous on fait 70 milliards d'excédents et de réserves. Et c'est aussi un point de préoccupation qu'on a vis-à-vis du gouvernement. Nous avons des réserves, 70 milliards, alors que d'autres régimes, je pense à la fonction publique, et je pense surtout aux régimes spéciaux, qui sont équilibrés par des dotations de l'État, non seulement ne sont pas à l'équilibre, mais n'ont pas de réserve. Donc ce que nous ne voudrions pas, c'est que nos réserves, les efforts faits par les salariés du secteur privé, par les entreprises du secteur privé, viennent compenser l'absence d'efforts de la fonction publique et des régimes spéciaux. Alors, à partir du moment, effectivement, où l'âge effectif va se déplacer de 62 à 64 ans, il faut imaginer une façon de permettre une fin de carrière progressive, comme ça existe dans certains pays, notamment dans les pays de l'Europe du Nord. Mais là, plutôt qu'une décision technocratique et étatique, comme on a malheureusement souvent l'habitude de le faire en France, on pense que la négociation permettant les aménagements de fin de carrière doit se faire en fonction des particularités de chaque métier, c'est-à-dire au sein des entreprises ou au sein des branches, et pas par une mesure technocratique s'appliquant à tous et donc inadaptée pour chacun.
Ce qui est déterminant aujourd'hui, c'est de recréer une confiance dans le système de retraite par répartition. Les sondages d'opinion montrent que les jeunes générations pensent qu'ils n'auront pas demain le niveau de revenu dont bénéficient aujourd'hui les retraités, et ils ont raison de le penser. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une profonde réforme du système, si les paramètres restent les mêmes, c'est-à-dire des cotisations qui sont à leur maximum et un âge de départ qui est insuffisant, alors les pensions seront appelées à baisser significativement, 10, 15, 20%, peut-être plus, ce qui est évidemment inacceptable. Donc face à cette inquiétude d'un système par répartition qui, avec l'évolution de l'espérance de vie, l'entrée plus tardive sur le marché du travail, fait que les retraites seront amenées à s'amenuiser, les jeunes générations considèrent aujourd'hui que la capitalisation est une solution qui n'est pas écartée comme ça a toujours été le cas. Donc une réforme devrait viser à restaurer la confiance et à équilibrer le système à l'avenir. Pour l'équilibrer, il y a deux façons de le faire. Il y a agir sur les paramètres, les recettes, les dépenses et l'âge. Et pour nous, le seul levier pertinent, c'est l'âge, et constituer des réserves. Les réserves, ça permet de faire face à une difficulté conjoncturelle, un ralentissement économique qui entraîne, je dirais, une baisse des revenus salariaux. On peut l'amortir pour les retraités si effectivement on a constitué des réserves, ce qu'on a fait au niveau de l'Agirc-Arrco. Mais ça permet de surmonter des difficultés conjoncturelles. Les difficultés structurelles, c'est sur les paramètres de pilotage du régime. Malheureusement, dans la gouvernance qui se décide, nous n'aurons pas la main sur le pilotage des paramètres du régime futur. On a eu 14 mois de concertation avec le haut-commissaire. Il doit nous faire un retour des travaux et des consultations qui ont été effectuées avant le 14 juillet. Le gouvernement prépare un projet de loi qui sera soumis au Conseil d'État vraisemblablement à partir de septembre-octobre, qui devrait arriver en Conseil des ministres vers le mois de novembre, sous réserve que le calendrier parlementaire et gouvernemental ne soit pas trop encombré, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui vont être à l'agenda politique. Et le texte de loi qui était envisagé au départ pour le premier semestre 2019, en fait, arrivera à l'Assemblée probablement, en l'état du calendrier actuel, au premier semestre 2020, c'est-à-dire l'année prochaine. La réforme devrait prendre effet normalement à partir de 2025. Alors, ce que nous craignons également, c'est que là où les choses sont faciles, puisque nous avons déjà fusionné l'Agirc-Arrco, c'est qu'on intègre Agirc-Arrco et CNAV et que la réforme commence par les salariés du privé, alors qu'on donne 10 ans aux fonctionnaires pour mettre en place un système permettant d'intégrer le régime futur, voire plus pour les régimes spéciaux. La demande du MEDEF, c'est que tout le monde entre ensemble dans la réforme. Si, je dirais, les fonctionnaires ne peuvent y entrer qu'en 2035, alors nous souhaiterions que le système actuel de gestion paritaire des régimes complémentaires de retraite perdure jusqu'à 2035. C'est malheureusement peu probable, c'est un point sur lequel il faudra se battre. Et nous ne voulons pas aussi, dans la période de transition, que la consolidation financière intervienne trop vite. Ça veut dire la confiscation des réserves de ceux qui les ont constituées au profit de ceux qui n'en ont pas constitué par le passé.